Bonjour à tous. Dans la vidéo précédente, on a vu la stratégie globale de la finance apatride. Voyons maintenant le premier point de cette stratégie. Alors je ne vais pas vous présenter cette stratégie sous la forme de privatisation du dollar, mondialisation, démolition contrôlée. Ça ne permet pas d'inclure toutes les analyses, mais gardez-le en trame de fond. Je vais développer davantage tout le XXe siècle parce que si on ne comprend pas ce XXe siècle, on pourra absolument rien comprendre à aujourd'hui et encore moins anticiper demain. Alors le premier acte, c'était donc la soumission des États-Unis. Le dollar, depuis 1913, n'appartient plus aux Américains, mais à des banquiers privés qui ont réussi à prendre le contrôle de la création monétaire des États-Unis au travers du Federal Reserve System, la Fed. Je renverse la proposition pour les sceptiques et propagandistes. Le fait que le système d'argent-dette ait été instauré aux États-Unis montre que c'est un cartel de banquiers privés qui contrôlent le système, même s'ils mettent quelques nobles paravents, bien sûr, à leur système pyramidal. Je précise que la Constitution américaine stipule en son article 1er, section 8, que le Congrès aura le pouvoir de battre monnaie, d'en déterminer la valeur, notamment. Or, depuis 1913, le Congrès a abandonné ce pouvoir. Depuis 1913, les États-Unis vivent sous le régime de l'argent-dette. Imaginez, chaque dollar mis au monde est grevé d'un intérêt qui va dans la poche de la finance apatride. Plus le dollar est émis et exporté, plus ils sont riches, mais ce n'est pas le but ultime. Pourquoi ces banquiers se sont-ils acharnés contre les différents gouvernements américains, au point que la bataille pour le contrôle de la monnaie a forgé l'histoire des États-Unis, depuis la guerre d'indépendance jusqu'à la Première Guerre mondiale? Pourquoi ? Je renvoie à la vidéo sur la dette publique illégitime et impayable, qui est totalement indispensable pour comprendre. Alors, comment maintenant la finance apatride a-t-elle réussi à prendre le contrôle de nos vies? Donc, d'abord, concrètement, voici les faits. Ils ont d'abord fait circuler des rumeurs de faillite d'une grosse banque d'investissement, le troisième acteur du marché, la Knickerbocker Trust. Les investisseurs ensuite ont commencé à retirer leur argent. John Pierpont Morgan, JP Morgan, vous savez, le petit gars des boîtes de Monopoly, a refusé de les aider à avoir du cash. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a provoqué la panique en octobre 1907, panique qui s'est propagée ensuite à la Trust Company of America, la deuxième plus grande fiducie du pays, puis à la bourse de New York et enfin dans tout le pays. Les indicateurs économiques, alors là, ils ont chuté. Chute du marché boursier, faillite d'une quarantaine de banques et de fiducies, chute de la production pour l'année et le chômage qui a triplé. Ensuite, Morgan et ses comparses ont recavé le marché financier en versant 25 millions de dollars. Ils ont racheté à cette occasion pas mal de compagnies pour une bouchée de pain, donc augmenter leur monopole. En juin 1908, l'économie est repartie. Le président américain Woodrow Wilson, qui avait été élu grâce à la finance, n'a jamais fait au total qu'un renvoi d'ascenseur en glorifiant le sauveur qu'était JP Morgan. Tout ce problème, disait-il, pourrait être évité si nous nommions un comité de 6 ou 7 hommes d'esprit public comme JP Morgan pour s'occuper des affaires de notre pays. Ensuite, le sénateur Aldrich Vreeland, vous savez, ou pas d'ailleurs, le beau-père, le father-in-law de John Rockefeller Jr., dont le petit-fils est devenu vice-président américain sous l'administration Gerald Ford, tout est toujours connecté avec ces gens-là, a fait passer une loi le 30 mai 1908 pour la création d'une commission monétaire nationale qui a pondu des recommandations au Congrès. Et en décembre 1913, Nelson Aldrich a présenté le projet de loi sur le système de la réserve fédérale au Sénat des États-Unis qu'il a adopté à la quasi-unanimité. En fait, il n'y avait qu'un seul valeureux récalcitrant. Fin 1913, le Federal Reserve System est né, un système mixte d'intérêts publics et privés, opaque et indépendant du politique dans son organisation pyramidale qui, in fine, permet à des intérêts privés apatrides, puissants et monopolistiques de contrôler les États-Unis. Alors voilà comment les États-Unis ont été vaincus par la finance apatride. Désormais, tout dollar mis au monde est grevé d'intérêt qui va dans la poche du consortium de banquiers qui contrôle la Fed en dernier ressort.
Les banquiers se sont congratulés. C'est un projet de loi merveilleux, disait Edmund Hulbert, vice-président de Merkens Loan and Trust Company, qui nous sauvera de ces paniques, disait V.M. Gabliston, président de la First National Bank of Richmond, et fait entrer dans une ère de prospérité économique générale, selon Oliver J. Sands, dont je reparlerai, président de l'American National Bank. Ces louanges, ça vous fait penser, et à moi aussi, à ce qu'on disait de l'euro, et le déroulement de la crise 1907-1908 à celle, évidemment, de 2007-2008. L'enseignement fondamental, c'est quoi ? Eh bien, les mondialistes utilisent leur propre turpitude pour se placer ensuite comme sauveurs glorifiés par les politiques, les experts, les médias, en vue d'acquérir une meilleure position. Ils se sont donné tant de mal pour privatiser le dollar, alors est-ce que c'était pour rester assis dans leur fauteuil de rentier ? Non. Et on verra ça dans les prochaines vidéos, surtout comment ils ont procédé à la mondialisation du dollar, avec d'abord l'éclatement des empires concurrents du bloc eurasien. Merci de votre écoute et à bientôt.